Bonjour et bienvenue à l'auditorium du Conservatoire de la Courneuve pour une émission autour de l'œuvre de Serge Prokofiev. Ce sera l'occasion pour nous de faire dialoguer ensemble des interprètes étudiants au pôle supérieur 93 autour des œuvres qu'ils aiment jouer ensemble. Et nous allons commencer tout de suite avec le premier mouvement du premier concerto de Prokofiev par Aurélien Gossel, accompagné d'Elio Tana au piano. On imagine épuisante physiquement, cette œuvre. Oui, oui. Il faut un engagement du corps. Enfin, il y a quelque chose de très fougueux comme ça. C'est vrai que de manière générale, c'est une des difficultés majeures de ce genre d'œuvre. C'est à la fois de rendre ce côté, cette violence, cette rudesse, ce côté motorique, et en même temps de laisser de la place au lyrisme, parce qu'il y en a aussi. Et donc, toujours garder un peu à la fois cet investissement et une certaine forme de distance. Prokofiev a écrit cette œuvre en 1913 à sa sortie du conservatoire de Saint-Pétersbourg. Et on ressent l'œuvre de jeunesse, la fougue, la violence. Et ma question c'était, est-ce que vous vous retrouvez dans cet état d'esprit ? Je pense pas qu'il faille obligatoirement, dans sa vie, au moment du travail de cette œuvre, être dans le même état. D'ailleurs, ça pourrait presque être dangereux, et on pourrait s'y casser les doigts, et pas que les doigts. Oui, on a peut-être besoin de ce moteur de jeunesse pour arriver à comprendre les élans du compositeur. En tout cas,
c'est vrai que il faut que ça fasse résonance aussi au moment auquel on travaille ces œuvres. Moi, c'est vrai que j'ai pas toujours, j'ai des cycles, des périodes où j'aime, je préfère certains compositeurs plus que d'autres, mais ça peut changer. Après, je serais incapable d'en choisir un. En tout cas, bravo, merci pour votre interprétation. Je me tourne maintenant vers Elio Tana. Alors, Elio, vous êtes accompagnateur ici au conservatoire. C'est-à-dire que là, vous remplacez l'orchestre, à vous tout seul. C'est ça. En fait, la plupart du temps, pour une question de logistique, c'est bien évident qu'on n'a pas toujours un orchestre sous la main. Donc la plupart du temps, les compositeurs qui écrivaient ces œuvres concertantes pour piano ou d'autres instruments écrivaient la plupart du temps une réduction de l'orchestre pour un seul et même instrument qui est la plupart du temps un piano. Vous aidez le pianiste, est-ce que vous lui donnez des chemins d'interprétation? Est-ce qu'il y a un dialogue entre vous? Est-ce que vous lui faites partager votre expérience? Un petit peu, sans vouloir. Il ne faut jamais se substituer au professeur. La chose importante avec un pianiste accompagnateur, c'est de donner des bons départs, quoi, de telle sorte à ce que si plus tard ils seront amenés à jouer avec orchestre, ça se passe bien, quoi. Stein Demi disait qu'il fallait se servir d'un piano comme d'une percussion, que le piano était en fait un instrument à percussion. Tout de suite, ce côté rythmique qu'on vient d'entendre nous fait penser à la danse. Et alors ça me fait une transition toute trouvée avec ce qu'on va écouter maintenant, qui est les deux premières des trois pièces pour quatuor à cordes de Stravinsky. Aurélien, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'on vient d'entendre? Ça fait écho à Prokofiev d'une manière vraiment différente aussi, mais on retrouve quand même un côté assez primaire au meilleur sens du terme. Alors Claire-Hélène Rignol et Lola Malik, j'imagine que vous avez toutes... vous jouez en soliste à côté ou vous jouez peut-être en orchestre. Quelle est la particularité de travailler en quatuor? Je pense que tout seul, on est vraiment maître de sa musique et on est seul à décider des intentions musicales qu'on va mettre dans sa musique. Et souvent, quand on travaille en orchestre, le chef d'orchestre, il est quand même là pour unifier l'orchestre et un petit peu aussi décider des idées musicales quand on travaille en quatuor. On est 4 avec chacun nos envies, chacun nos perceptions musicales et je pense que de ce point de vue-là, c'est à la fois très enrichissant et très compliqué de travailler en quatuor et on cède un peu sur certains points qu'on aimerait peut-être faire jouer différemment. Qu'est-ce qui fait le son d'un quatuor? Parce que c'est l'identité du son d'un quatuor. Je pense que c'est vraiment un travail à 4, c'est du temps à 4. Voilà, la première fois qu'on a joué ensemble, on n'avait pas un son commun. Là, on n'a toujours pas... on cherche sans cesse... Donc c'est du temps, en fait, vous répétez énormément. C'est du temps et que chacun apprend à se connaître. On a chacun des personnalités différentes et que des personnalités musicales différentes aussi. Et que ça prend du temps, ouais. Ça prend du temps et de l'écoute aussi. Au niveau de la qualité de son, ça passe d'abord par une écoute aussi, je pense, de chaque personne. Alors, je vous propose maintenant de revenir à Prokofiev et on va découvrir un reportage sur 5 étudiants tourné dans le cadre de l'atelier de musique de chambre. Et nous allons écouter le 5e mouvement du quintet en sol mineur, opus 39.
Dans le cadre du pôle supérieur 93, on doit valider un cours de musique de chambre. Pour ce semestre-là, tous les 5, on a décidé de travailler le quintet de Prokofiev dans la classe de Valérie Guérou. Au tout début, j'étais bien investi musicalement et à force, à chaque fois, ça se ramollissait. Il faut vraiment qu'à chaque fois que... Le compositeur, il crée un moment de surprise pour l'auditeur. Et ça, c'est très très intéressant. Et c'est une pièce qui demande beaucoup de maîtrise, en question des articulations, des couleurs. Il prend des harmonies classiques, il va incorporer avec des dissonances, des secondes, des septièmes, des tritons, qui vont rendre en fait l'écoute beaucoup plus difficile et qui vont rendre aussi la pièce harmoniquement plus complexe qu'une pièce classique ou que d'autres pièces que lui-même a écrites. Je trouve que cette œuvre, si on la joue vraiment bien, ça sonne naturellement et ça devient d'un seul coup pas rude du tout à l'oreille malgré toutes les dissonances. Mais c'est difficile de trouver ça vraiment la justesse, mais aussi l'équilibre entre chaque voix. Ça illustre un petit peu ce que vous nous disiez avant, cette espèce de discussion, de compréhension de l'œuvre. On va tous en même temps, avec sa sensibilité, chercher des chemins d'interprétation. Et on n'est plus simplement un musicien seul face à la partition. Je pense que c'est important d'ouvrir les choses de manière générale, et parce que les choses sont jamais totalement hermétiques, fermées sur elles-mêmes. Et... Ça nous fait une belle phrase de conclusion. On ouvre les choses de manière générale, ne restons pas hermétiques. Voilà, cette émission est terminée. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller fouiller un peu plus dans les compositeurs russes de cette période très riche du début du XXe siècle. Et il me reste à vous remercier, Lola Malik, Claire-Hélène Rignol, Aurélien Gossel et Lio Tana qui étaient là tout à l'heure. Et une bonne route à vous en espérant vous retrouver très bientôt sur scène.